Ça y est. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Emmanuel Paolacz. Je tenais déjà dans un premier temps à remercier les SEO Camp de m'accueillir aujourd'hui pour vous parler de trois constantes assez importantes dans notre manière de travailler, la relation presse, le netlinking et du branding, le tout sur la base de data content pour booster une visibilité sur Google. Alors, rapidement, qui suis-je ? Je suis le fondateur et creative stratégiste de deux agences, qui sont deux fronts. Un qui s'appelle OA, qui est un studio de data content. Donc, on crée du contenu basé sur des statistiques, des chiffres, des données. Et Flashies, qui est une agence de presse qui diffuse ce contenu auprès des cibles médias les plus grandes en France. Donc, pour résumer, on est des créateurs de lignes éditoriales 100% factuelles, basées sur des statistiques, et on génère des couvertures médiatiques à forte volumétrie dans une finalité d'obtenir du netlinking 100% organique. Donc, nous, on n'est pas forcément sur le fait d'acheter auprès d'une cible média des backlinks, on est plus sur le fait de les obtenir grâce à l'information. Alors, pour aborder le sommaire dans un premier temps, on va voir une petite partie contextuelle sur un use case que je vais vous présenter aujourd'hui qui représente à peu près 2 ans d'accompagnement pour notre client Lemon.fr. On va ensuite voir donc la chronologie des 8 temps forts qu'on a menés à travers 8 campagnes différentes et donc 4 dispositifs de statistiques mis en place. Par la suite, on va voir donc les différents dispositifs avec les résultats à chaque fois, les couvertures médiatiques et le contenu. Et derrière, les résultats globaux et les apprentissages de cette approche. Alors, pour aborder le contexte. Alors, début janvier 2023, bon là c'est un petit clin d'œil à Abondance, Olivier Andrieux, si tu nous regardes, c'est pour toi. Cet article paraît donc chez Abondance. Sistrix vient de publier son étude Index Watch 2022, ce qui est un classement donc, des sites web qui ont le plus gagné en visibilité sur les 12 mois de l'année passée. Donc là on peut voir qu'effectivement Radio France et Wikipédia sont à l'honneur. Et donc ici, vous avez le classement qui est sorti, et notamment ici, en 14e position, Lemon.fr, notre client, avec voilà, 298% de gains en visibilité. Alors, qui est Lemon ? Lemon, à la base, c'est un comparateur de box et forfait mobile. On est vraiment dans le schéma, enfin dans la thématique des télécoms, ici. Et ici, donc, je vous ai mis une petite screenshot du premier bandeau, en fait, quand on arrive sur la homepage du site. Il y a 2 choses assez importantes à regarder ici. La première, c'est qu'est-ce que propose Lemon ? Lemon a quand même une utilité publique assez importante, c'est-à-dire qu'elle permet d'économiser du temps et de l'argent aux Françaises et aux Français, notamment en choisissant un bon forfait mobile ou un bon abonnement. Ça, c'est relativement important dans notre dynamique auprès des médias que de montrer en fait que les commanditaires, ou du moins les sources qui sont à l'origine des messages que l'on crée, ont une utilité publique relativement intéressante. Ça, c'est le premier ingrédient. Et le deuxième, c'est qu'on a, dès le départ, en septembre 2020, quand on a commencé à travailler ensemble, à collaborer, on a cherché à mettre en place vraiment une dynamique de médias statistiques en interne chez Lemon. Et donc, c'est ce que vous pouvez voir justement tout en haut, le chiffre clé, actualité. Les chiffres clés, c'est un silo statistique autour justement des statistiques qu'on a pu mettre en place. Donc là, maintenant, on va voir un peu rapidement la chronologie des actions menées. Alors, dans un premier temps, comme je vous le disais, on a commencé en septembre 2020. Les Français, de toute façon, on va revoir chaque dispositif un par un, donc je vais aller relativement vite ici. Mais voilà, ici, on est sur un dispositif de data sondage, également en janvier 2021. Ensuite, on a travaillé sur de l'open data avec un observatoire. Première édition qu'on a réitérée à 4 reprises. Ensuite, on est retourné sur du data sondage en mars 2023 et on a clôturé récemment avec la 5e édition d'un classement de l'Observatoire en l'occurrence. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail, dans le storytelling de ce qu'on a mis en place, notamment donc, avec le premier dispositif. Donc, comme je vous le disais, ici, on est en septembre 2020. Voilà, lancement de la commercialisation de la 5G en France prévu en novembre 2020. Les débats sont relativement animés. Les élus écologistes commencent à lancer des propos qui font rapidement polémique. On a à l'exemple le maire de Grenoble qui déclare, je cite,
La 5G ne sert qu'à regarder du porno dans l'ascenseur. Donc forcément, on y voit ici une sorte d'opportunité d'interroger les Français, sachant qu'il n'y avait pas forcément de chiffres présents à ce moment-là. Le sujet était relativement proche, à 2 mois d'intervalle, mais pas encore de chiffres sur lesquels les médias puissent se reposer. Et donc c'est ce qu'on s'est engagé à faire. On a cherché à comprendre comment les Français, quelle était la perception des Français par rapport à cette nouvelle technologie, à ce nouveau déploiement. Donc 63% des Français approuvent le développement de cette technologie à ce moment-là. 72% se méfient toutefois de ses conséquences sur la vie privée. 56% jugent sur les antennes de téléphonie mobile. Je vous ai remis rapidement les sources. Donc c'est un sondage qu'on a réalisé en partenariat avec l'IFOP à ce moment-là. Si je continue sur les résultats. Alors, on a obtenu 38 backlinks dofollow sur cette campagne. Alors, je fais un rapide tour d'horizon du backlink ou du netlinking. Je pense que tout le monde ici sait à peu près ce que ça veut dire. Juste pour refaire une petite définition, le netlinking, ça consiste à obtenir un lien hypertexte d'un site externe au vôtre et qui redirige vers le vôtre à travers des pages plus ou moins spécifiques sur votre site. Donc forcément, il y a des liens qui donnent du jus et d'autres qui n'en donnent pas. Par jus, j'entends de l'autorité. Et ici, du coup, le dofollow transfère cette autorité, alors que le nofollow ne le fait pas. Donc, on a obtenu 38 backlinks dofollow, 6 nofollow et 17 citations seules. Ici, je vous ai mis la répartition en fonction de l'authority score basé sur SEMrush. Donc, on peut voir qu'on a obtenu 10 backlinks sur une autorité au-dessus de 70 sur 100, 14 entre 50 et 69, et effectivement le reste, 9 et 5. Ici, je vous ai mis quelques exemples d'articles générés dans les médias. On peut voir en fait que les cibles médias sont relativement variées. On a de la presse quotidienne régionale, de la presse quotidienne nationale, de la finance nationale, Néon Mag, Le Progrès. Donc, en gros, ce qui est plutôt intéressant avec déjà cette première introduction pour Lemon, c'est qu'il était assez nécessaire de réussir à positionner ce site comme étant une sorte de référence technique sur le sujet de la 5G. Donc là, tout de suite, on a commencé à légitimer la position de Lemon dans les médias, mais également à créer une certaine cohérence avec la ligne éditoriale existante. Passons au deuxième dispositif. Anti-vax, anti-5G, même qu'en bas. Alors, on est en janvier 2021, la pandémie de Covid-19 bat son plein, la question des vaccins fait, elle aussi, comme la 5G, quelques mois auparavant, polémique. Là, tout de suite, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a peut-être un intérêt à corréler, à étudier la corrélation entre les anti-vax et les anti-5G. Là, on est vraiment sur des théories du complot. Forcément, je pense que vous avez vu certaines choses passer aussi dans ce sens. Donc, l'objectif, c'était encore une fois de crédibiliser, de légitimer Lemon dans cette position. Donc, quelques chiffres. 61% des Français n'envisagent pas, à ce moment-là, donc janvier 2021, de souscrire à un abonnement 5G et 46% n'ont pas l'intention de se faire vacciner. 35% des Français refusent à la fois la 5G et le vaccin. On avait vu des épisodes assez tendus aussi sur le vaccin à ce moment-là. Et 7% des personnes interrogées pensent que des puces 5G sont introduites dans le vaccin contre la Covid-19. Là, on est vraiment sur les pures théories du complot, mais je vous assure, il y a grand nombre de Françaises et Français, pour ne pas dire dans le monde, qui pensent de cette manière. Donc c'était aussi intéressant de mettre en lumière ces schémas-là. Voilà, il y a vraiment des aspects où les médias communiquent forcément dans cette dynamique et peuvent participer à des théories plus ou moins élaborées. Pour aborder les résultats, 52 backlinks dofollow obtenus, 2 nofollow, 50 citations seules. Répartition, bon, vous pouvez voir qu'on est bien 2/3 au-dessus de la moyenne en termes d'autority score pour 21 et 22, donc 43 backlinks apportés sur les 52. Donc tout simplement, je vous ai remis également la couverture médiatique, quelques exemples. Ouest France, Le Point, donc voilà, presse quotidienne nationale, régionale, nationale. On a également de la féminine, forcément. On avait des réponses sur l'aspect lié au passeport vaccinal, juste avant en fait, que ça sorte.
il faut bien comprendre aussi que nous, notre approche, c'est constamment en fait, de chercher l'info qui n'a pas encore eu de statistiques. L'aspect vraiment original de la démarche, c'est comment comprendre ce qui se passe potentiellement à un moment T ou T plus 1 et anticiper pour créer l'info nécessaire aux médias. Voilà. Alors, on passe au troisième dispositif. Là, c'est dispositif, on a vraiment travaillé sur deux schémas de data sondage. Là, ici, on passe sur de l'open data. Donc, pour rapidement parler d'open data, l'open data, c'est des jeux de données qui sont disponibles gratuitement à travers des sources plus ou moins solides, légitimes. En général, nous allons sur des sources gouvernementales pour exploiter ces choses-là. Donc, c'est des amas de données brutes qu'il faut venir vulgariser ou traiter, notamment avec des data analysts ou des data scientists, dans le but de rendre ça beaucoup plus ludique. Donc, mai 2021, en gros, on est 6 mois après le lancement de la 5G. Voilà, en dépit des oppositions, le déploiement de la 5G débute en France en novembre 2020. Donc là, en gros, on s'est basé sur 2 sets d'open data. On est allé voir l'ARCEP et l'ANFR, qui sont 2 figures d'autorité, qui sont des sources gouvernementales, comme je vous le disais, et qui régissent du fonctionnement et du déploiement et de la commercialisation des antennes 2G jusqu'à 5G en France. Donc c'est vraiment les autorités pour les opérateurs. Donc en termes de contenu, on a créé 3 data visualisations interactives. Interactives, c'est assez important, parce que du coup, tout en haut, vous pouvez voir que vous avez une sorte de menu déroulant. Sur ce menu déroulant, en gros, on peut venir vraiment segmenter et cibler, voire épurer les zones de pression sur la carte, sachant que chaque point dégage une pop-up avec les statistiques en local. Donc on a vraiment des points d'ancrage ultra précis par code postaux en France. Ensuite, ce qu'on a fait, vu que là, on était vraiment sur la partie nationale globale, on a rétréci le champ de vision aux 50 plus grandes villes françaises. Et donc là, en termes d'indication, on a une map de la ville en question, de l'une des 50 plus grandes villes. On a des filtres qui se mettent directement à jour en fonction de la fréquence des antennes 5G. Vous allez voir que ça a été un sujet dans les médias, la fréquence. Et donc le nombre d'antennes et le pourcentage d'antennes commercialisées versus déployées. Ce qui donne aussi un schéma d'anticipation sur comment les antennes 5G allaient encore s'installer dans les mois qui suivent. Et alors, pour finir, mais c'était surtout nous, notre manière de bien introduire la chose, c'est qu'on a créé un palmarès. C'est-à-dire qu'on a pris les 50 plus grandes villes françaises. Notre objectif, c'était de faire comme une sorte de classement de Ligue 1 footballistique. C'est qui est premier, qui est dernier. En France, on a une culture un peu régionale de qui est le meilleur, est-ce qu'on est meilleur que le voisin ou quoi. Donc on a clairement joué aussi là-dessus pour animer cette campagne et distribuer des cartons tout simplement aux villes en question. Donc, est-ce que c'est... Oui, voilà, parfait. Alors, je vous ai mis quelques chiffres. Comme je vous disais, cette campagne a été réitérée à 4 reprises. On l'a sortie en 5 éditions. Donc là, en fait, vous pouvez voir le nombre d'antennes 5G commercialisées. À chaque fois, ça a été les bases sur lesquelles nous avons communiqué les répartitions au niveau régional et au niveau national. Donc 16 000 antennes en avril 2021 versus alors, les derniers chiffres mis à jour date de décembre 2022, mais ils sont sortis en mars de cette année. Il y a un delta de 3 mois. 52 000 antennes en l'occurrence. Ensuite, on a la répartition par opérateur. Donc, je vous en parlais juste avant. On a Free, Bouygues, SFR, Orange qui se battent un peu pour la répartition. On voit notamment que Free est à 39%. Lorsque Orange est à 11. Et je ne sais pas si vous avez vu cette petite guerre médiatique, typiquement dans les médias, entre Orange et Free. Orange avait déclaré que Free faisait de la fausse 5G. C'était à cause notamment de la stratégie de Free d'implantation d'antennes 5G basse fréquence. Là où Orange a maximisé justement le déploiement de ces antennes avec de la haute fréquence. Donc on est vraiment sur un décalage qu'on a pu justement souligner avec des chiffres, de pouvoir prouver qu'effectivement Free ne cherche pas à faire de la qualité, mais plus de la quantité. On est vraiment sur ce schéma-là d'analyse ici. Donc relativement intéressant aussi de pouvoir apporter des chiffres dans ces timings-là en l'occurrence.
Et pour finir, le top 3 des villes les mieux couvertes pour 1000 habitants, donc Clermont-Ferrand, Aix-en-Provence, Nice. On n'a pas forcément de Paris, alors que potentiellement on pourrait se dire qu'il y a beaucoup d'antennes sur nos toits. Sur le principe, peut-être que c'est juste une question que voilà, les petites villes, là on est quand même sur une relativité pour 1000 habitants, où on rapporte le nombre d'antennes à 1000 habitants. Donc ça peut à la fois montrer que Clermont est très dynamique, ou que Clermont est envahi par les ondes également. Passons aux résultats. On a obtenu sur ces 5 éditions 73 backlinks dofollow, 3 nofollow et 4 citations. Je vous ai remis la répartition, donc c'est toujours, on va dire, sur le haut du panier en termes de qualité de marque média et d'autorité, 23, 26, au-dessus de 70 d'autority score. Pour ce qu'il en est des parutions médiatiques, là, ce qui est intéressant de noter, c'est que du fait qu'on a beaucoup plus d'infos locales, et ben notre stratégie était orientée sur le fait de diversifier notre cible, non pas en attaquant les médias nationaux, mais en diffusant auprès des presses quotidiennes régionales présentes au sein des 50 villes du classement. Et c'est comme ça en fait qu'effectivement, on a pu aller chercher aussi bien de la presse tech que de la presse essentiellement régionale, mais à forte autorité également. France Bleu également, La Dépêche. Alors là, c'est un petit clin d'œil. Guillaume Debreu, qui est le fondateur de Lemon.fr. Guillaume, si tu nous vois d'ailleurs, petit coucou et merci pour cette occasion. C'était vraiment en fait notre objectif, c'est vraiment dans notre ADN, c'est comment en fait on peut mettre notre commanditaire dans une position d'expert statistique pour que les médias puissent potentiellement venir à lui et dérouler dans ce sens ce genre de prestations. Donc, il a été interviewé justement sur la base de la dernière édition du classement 5G en tant qu'expert statistique 5G. Et c'est là où effectivement, ce qui est intéressant aussi pour lui, c'est que son prénom et son nom travaillent d'un point de vue EAT aussi dans le bon sens. Dernier dispositif de cette ligne éditoriale. Alors, l'enfer des groupes WhatsApp. J'avais une petite question pour vous. Qui d'entre vous possède WhatsApp ? Ok, à peu près tout le monde, si ce n'est tout le monde. Ok, deuxième petite question. Parmi les personnes qui possèdent WhatsApp, à combien de groupes appartenez-vous en moyenne ? Est-ce que c'est 1, 2, 5 beaucoup plus, 32 Ok. Dernière question, est-ce que parmi ces groupes-là, vous avez déjà eu une envie folle de le quitter ou que vous l'avez déjà fait ? Ok, il y a des courageux qui assument. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi cette petite histoire en début d'année, mais en gros, elle a fait le tour du monde. Un père de famille américain décide de quitter le groupe WhatsApp familial, trop oppressant et contraignant. Et c'est sa fille, via un tweet, qui relaye l'histoire et qui fait le tour du monde en quelques heures. On voit passer ça. On était dans un schéma avec Guillaume où on se disait OK, il faut peut-être retourner. On a bien consolidé l'aspect statistique sur de la 5G, les télécoms. On a été très sérieux, voire on n'était pas dans des schémas d'opinion globaux. On réagissait plus à l'actualité qu'autre chose. Du coup, on cherchait une idée originale, sachant qu'il y a une volumétrie quand même de statistiques qui fluctue et qui est assez énorme sur le marché des télécoms. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'original ? Et donc cette histoire nous a donné une idée et on l'a poursuivie tout simplement en se disant est-ce qu'il y a des statistiques qui existent sur WhatsApp en France ? 72% des Français et des Françaises de plus de 18 ans ont déjà utilisé WhatsApp. Ça fait du monde. 5 comme le nombre de groupes WhatsApp auxquels appartient chaque utilisateur en moyenne. Et 58% se disent régulièrement dérogés par le nombre de messages reçus. Donc, on était typiquement en fait dans quelque chose qui touche beaucoup de monde. Le but, c'est d'ouvrir aussi un peu les chakras, que le message puisse parler à tout type de cible. Et c'est comme ça qu'on cherche ce genre de dénominateur commun qui va parler au plus grand nombre de Françaises et Français, et donc a fortiori les journalistes dans l'absolu. Pour vous parler des résultats, on a réussi à obtenir 41 backlinks dofollow, 3 en nofollow et 12 citations seules.
encore ce fameux diagramme. 10 au-delà de 70 authority score, 12 entre 50 et 69, etc. etc. En termes de parution médiatique, on a réussi à obtenir de la tech, du lifestyle, du féminin, de la tech, de la PQR, de la nationale, encore de la presse quotidienne régionale, du national. Celui-ci est relativement intéressant, Magic Maman, donc la presse parent féminine. WhatsApp, pourquoi n'aime-t-on pas les groupes, et en particulier celui des parents d'élèves? C'est bête, mais voici en fait comment on peut réussir à diversifier, à utiliser le jus des statistiques pour, sur le même fil conducteur de la statistique, l'utiliser pour diversifier en fait l'approche au niveau des médias et adapter le message également. Donc c'est comme ça qu'on démultiplie aussi, nous, les angles dans ce sens, c'est qu'on est capable de vraiment construire autour de la statistique le message le plus global qui soit. Libé, voilà, déconnexion WhatsApp en France, la vie en boucle. Voilà, donc là on a fait le tour des 4 dispositifs. J'espère que ça va toujours pour vous. Et maintenant on va passer aux résultats globaux. Donc j'ai vraiment synthétisé le tout à travers les backlinks, l'authority score. On va faire un point sur la thématique également des backlinks apportés. Et on va faire un tour sur une partie assez intéressante, c'est la courbe de trafic. Alors au total, 204 backlinks do-follow obtenus en 8 coups de communication, 14 no-follow, 86 citations seules, ce qui donne un total de 290 articles ou relais médiatiques qui ont été obtenus sur cette période. La fameuse répartition, donc on se rend compte quand même qu'on a le haut du chapeau, 65 backlinks qui ont une autorité supérieure à 70 sur 100, 64 entre 50 et 69 et voilà, une cinquantaine sur 30, 49. En termes de thématiques, PQN, presse quotidienne nationale, PQR, presse quotidienne régionale, on voit que le travail a quand même bien payé sur la diversité des dispositifs qu'on a mis en place, qui nous a permis notamment avec le déploiement, l'observatoire du déploiement de la 5G en France, d'aller chercher de la presse quotidienne régionale en quantité. La tech, forcément, super important dans ce travail-là. Il nous fallait être capable de mailler, on va dire, cette crédibilité, surtout auprès de cette presse, concrètement, parce que, autant d'un point de vue SEO, c'est névralgique, mais mine de rien, c'est pas si évident d'être un nouvel entrant et de s'imposer dans des aspects un peu plus techniques. On a de la santé, de la presse quotidienne étrangère, financière, gouvernementale, on va faire un tour là-dessus après, féminine et institutionnelle. La courbe de trafic, nous y voilà. Alors, en gros, premier coup, premier temps fort, septembre 2020, les Français soutiennent-ils la 5G? En haut, à chaque fois, je vous ai mis le trafic organique au moment où on fait la campagne. C'est selon SEMrush, à juste mesure, mais derrière, ce que je vous mets également, c'est dans ce petit rond, le nombre de backlinks obtenus, ce qui vous permet de voir au fur et à mesure sur la courbe ce qui a été généré. Donc deuxième campagne, janvier 2021, anti-vax, anti-5G. Là, on est sur du 26 000 de trafic, 52 backlinks obtenus. On a une petite hausse sur mai 2021 avec 71 000 de trafic. Là, ici, on en avait apporté 25. Ensuite, décembre 2021, deuxième édition du déploiement, de l'Observatoire du déploiement de la 5G. Là, une légère petite baisse, 28 backlinks obtenus. Avril 2022, pareil, c'était la troisième édition de ce classement. On commence à grimper. On en a obtenu 7, dont 1 en source gouvernementale. Donc là, ce qui est aussi intéressant à travers ce use case, surtout sur l'open data, c'est qu'à un moment donné, les gens forcément sont saisis par l'apparition d'une nouvelle technologie, mais le sujet s'épuise aussi. Donc là, typiquement, c'est ce qui explique le différentiel entre 25, 28 backlinks apportés et 7, a fortiori en juin également, il me semble que c'était 7. C'est que le sujet importe moins les médias, tout simplement. Mais ce qu'on a réussi à faire sur les deux là, c'est aller chercher un backlink respectif à l'ARCEP.
Ensuite, mars 2023, on est sur l'OP, le data sondage, les groupes WhatsApp. On commence à grimper par rapport à tout ça. 41 backlinks obtenus. Et toujours le même mois, on remet à jour la 5e édition de l'Observatoire de la 5G en France. Et donc ici, on en obtient 6. Et c'est là où Guillaume, notamment, s'est retrouvé sur BFM à expliquer ces chiffres-là. Donc, ce qui est assez sympa, on va dire, c'est que la courbe est relativement belle et aujourd'hui, commence vraiment à être dans des aspects assez poussés. Donc voilà, tout simplement pour la partie trafic. Les apprentissages. Je vais vous parler alors, je vous ai pris une screenshot, en gros, du fichier sur lequel je travaillais pour vous extraire toutes ces statistiques. Concrètement, là, c'est vraiment le haut du panier, toute campagne confondue. Ce qu'il est intéressant de noter de prime abord, c'est qu'on a, par exemple, 4 backlinks BFM TV, 2 ARCEP, 4 Ouest France. Ce que je recommanderais, et c'est vraiment ce qu'on a pu se prouver, c'est qu'il ne suffit pas, en fait, dans notre approche, de faire une campagne, d'exploser, d'obtenir 60 backlinks d'un coup, et de se dire on a le temps avant d'en refaire une. L'idée, c'est quand même de garder une rythmique et d'exercer une sorte de vélocité dans la capacité à rafraîchir des liens qui émanent de sites à forte autorité, notamment médiatiques. Ça n'envoie en fait que les bons signaux à Google dans cette finalité. Le deuxième point, forcément, bon, vous l'avez compris, 290 relais parution médiatique, 204 backlinks do follow. La volumétrie peut jouer aussi là-dessus. Donc, c'est toujours un aspect qui est relativement intéressant et qui, quoi qu'il en soit, peut vite vous différencier d'un concurrent, notamment à travers des liens qui sont 100% naturels. Et le dernier point, c'est la rareté. L'ARCEP notamment, j'y reviens, donc on est quand même sur une belle autorité, on est sur une source gouvernementale comme je le disais. Du coup, alors, je n'avais pas forcément compris qu'il y avait une question mug, mais je vais vous la poser du coup tout de suite. Selon vous, la valeur d'un lien ARCEP est de combien? C'est-à-dire si demain vous deviez l'acheter, ce lien, quelle serait sa valeur? Je ne sais pas si la question était assez claire, n'hésitez pas. C'est ça, c'est la bonne réponse. On ne peut pas l'acheter. C'est ce genre de lien en fait, qu'on est capable d'aller chercher avec du contenu et non pas en l'achetant de prime abord. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'il marche? Oui. Du coup, tu fais 200 liens en dofollow, en gros, c'est vraiment cool. En dédupliqué, en domaine référence, ça donne à peu près combien? Tu sais ou pas? Ah, pardon, j'ai pas compris ta question. Dédupliqué, si tu dédupliques les domaines que tu as topé plusieurs fois, ouais. Tu retombes à combien? C'est une bonne question, je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas. Okay, en fait, concrètement, je ne suis pas un technique SEO. Je suis un créatif. Donc, moi, mon objectif, c'est comment créer un message qui va être partout dans les médias et dont mon commanditaire va être la source principale. Après, effectivement, on travaille avec beaucoup d'SEO et je leur laisse cette technicité. Bonjour et merci pour toutes les insights. Je me demandais par rapport à toute cette démarche, comment ça se passe en termes d'inspiration? Est-ce que c'est la data qui guide la ligne éditoriale, ou ça peut être d'autres manières, l'inverse par exemple? Et également en termes dans tout ce process, quelle est la partie la plus, pas problématique, mais sur laquelle il y a le plus de challenge? La première, trouver l'idée, je pense. En fait, il n'est pas question de juste... Souvent, quand on trouve une bonne idée, quelqu'un d'autre l'a fait. Donc, il faut en trouver une deuxième ou une troisième, il faut aller beaucoup plus loin. L'idée, en fait, c'est de faire de la sociologie à grande échelle lorsqu'on fait du data sondage ou potentiellement lorsqu'on est guidé par des mises à jour ARCEP, Open Data, etc. L'objectif, c'est d'être le premier à sortir les chiffres. Donc, il y a vraiment deux enjeux, et c'est pour ça qu'on s'appelle Flashies, c'est qu'on se veut être les plus réactifs pour apporter des statistiques à un moment clé. Donc, l'actualité, l'anticipation rythme cette créativité, mais on peut tout aussi bien trouver un sujet 100% original, le diffuser sur un ancrage de marronnier, par exemple, et donc faire mouche tout aussi bien.
Et du coup, c'est la suite de la question. En termes de timeline, ça prend combien de temps à mettre tout ça en place? Et s'il y a des indications de prix pour les commandes IFOP ou un site de sondage officiel? Alors, je ne pourrais pas forcément parler de prix ici, mais sur le principe, il faut à peu près un mois de déploiement, c'est-à-dire à partir du moment où on prend contact jusqu'au moment où on travaille vraiment sur de la réflexion. Enfin, en gros, réflexion jusqu'à déploiement, c'est à peu près un mois. On préfère prendre notre temps. C'est important de ne pas rusher ce genre de créativité parce qu'on peut très vite se louper aussi. Et forcément, ça a un coût. Bonjour, merci pour l'intervention. Avec plaisir. Est-ce que le trafic que vous avez généré pour votre client, il était qualifié? Oui, et est-ce totalement. que ça a servi son business? Pardon? Est-ce que ça a servi son business au-delà du coût Totalement. du contenu? Là, on est sur un business d'affiliation. Donc, concrètement, le but, c'était de rediriger du trafic vers des publicités pour les différents opérateurs sur des codes promo, etc. Et oui, pour le coup, ça sert plutôt bien. Oui. Bonjour. Bonjour. Il y a un lien avec la question de monsieur d'avant. Qu'est-ce qui vous a incité à partir sur la thématique WhatsApp? Parce que la relation avec Lemon paraît moins évidente que le reste du travail que vous avez fait, j'ai l'impression. Effectivement. Alors, la corrélation, c'est qu'on est toujours sur le téléphone et que forcément, il y a des forfaits qui sont dans des téléphones. Donc, c'est peut-être par extraction, on va dire, ou extrapolation, ce genre de réflexion qu'on a eu. Oui, effectivement. Enfin, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on a réfléchi. C'est les news qui ont déclenché cette réflexion-là. Et pour avoir vraiment fait le tour de la thématique en termes de statistiques, parce que c'est toujours ce qu'on s'enclenche à faire, c'est à vérifier ce qui a été fait avant de produire. Dans ce schéma-là d'agilité, il nous fallait arriver avec un message original. Et donc c'est là où aussi des notions de branding rentrent en jeu, notamment pour Lemon. C'est qu'après l'avoir installé, crédibilisé, légitimé auprès d'une audience à la fois journalistique et les Françaises et les Français, on se retrouve vraiment dans une dynamique où on peut redevenir un peu léger, fun, parler de quelque chose qui montre quand même un phénomène sociétal profond, les codes d'évolution des communications, et donc forcément les télécoms en lien en font là-dessus. J'ai une question ici, Emmanuel. Ouais. Bonjour. Je me demandais, quand tu fais des campagnes de RP comme ça, est-ce que tu fais quelque chose pour t'assurer d'avoir des backlinks et pas seulement des citations, ou bien c'est vraiment purement naturel? Purement naturel, ouais. Ouais, c'est-à-dire que... Rien. Ouais, non, il n'y a rien. C'est-à-dire que je n'ai pas un pistolet sur la tête d'un journaliste ou je ne paye pas un journaliste non plus pour le faire. Okay. Non, c'est vraiment à l'autorité de l'info. On enclenche des effets dominos. Donc on est capable factuellement... En fait, c'est une créativité qui reste quand même très factuelle. C'est-à-dire qu'on a une multitude d'ingrédients qui commencent tout simplement par la crédibilité de la source, du commanditaire. On ne peut pas travailler avec tout le monde sur cette approche, c'est assez important de le cerner, mais effectivement, c'est comment après réussir à dégager ce genre de tendance et comment intéresser rapidement les médias en masse. Donc, c'est des effets dominos qu'on enclenche. Encore ici, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. J'avais une question concernant la prise de contact des journalistes. Comment ça se passe? C'est vos équipes RP qui s'en occupent? Vous avez un fichier ou, comment vous procédez? Alors, ça pourrait être l'objet d'une totale autre conférence. C'est peut-être même notre sauce secrète. Sur le principe, on a un réseau, on va dire VIP, de médias avec qui on travaille, donc notamment des journalistes, des rédacteurs en chef, et on a des stratégies de diffusion à la fois quanti et quali, qui sont maillés sur des schémas de relance. Et on sait quand est-ce qu'ils vont se coucher, on sait quand est-ce qu'ils se réveillent, on sait beaucoup de choses sur leur manière de travailler. Voilà. Ça fait de la marche, c'est bien. Bonjour, moi c'est Charles, je travaille pour le groupe Prisma Media. Ouais. J'avais une petite question par rapport à toute cette stratégie éditoriale. Est-ce que c'était soutenu aussi du côté Lemon d'un rythme de production chez eux de contenu? Totalement. En somme, ils continuent à communiquer sur l'actualité des offres, donc comme un média le ferait. Pour parler peut-être aussi d'une stratégie de netlinking qui est complémentaire, c'est qu'il y avait de l'achat aussi d'articles sponsorisés. On est plus sur un 80-20
par rapport aux 204. On rajoute 20% de sponsor. Parce que, juste à titre, pour préciser, c'est que on n'a pas cette capacité à changer des encres ou à spécifiquement demander aux journalistes de mettre un chapeau précis ou de faire de la pub pour notre client ou quoi. On laisse aussi les choses très au naturel dans ce sens. On est vraiment sur un gentleman agreement ici. Donc l'idée, c'est qu'on apporte une bonne info et en échange, ils savent comment nous aider. Est-ce que j'ai d'autres questions? On a encore le temps pour une ou deux. Salut, merci. Tu peux parler un peu plus de vos sources de données pour les stats? Je vais préciser la question parce que souvent les projets open data, c'est obsolète. Et là, on parle de l'étude de notamment 5G, les antennes instantées, c'est-à-dire il faut être sûr que c'est à jour là maintenant. Ouais. Donc là, soit vous faites la veille, soit c'est des sources, ça va contacter les fabricants d'antennes, je ne sais pas. Non, alors pas les fabricants d'antennes, mais l'ARCEP et la NFR possèdent les sets d'open data les plus complets qui soient. Et effectivement, c'est un sujet. C'est-à-dire qu'en France, on est l'un des pays qui sommes dans le monde les plus avancés en termes de dynamique open data, donc l'ouverture des données au public. Par contre, il y a une réelle problématique sur leur obsolescence. C'est des gruyères. Souvent, on tombe sur des sets où on commence à se dire « Ok, super intéressant, on peut dégager telle tendance, et puis d'un coup, il manque la région PACA. Et d'un coup, il manque la région Lorraine, et d'un coup, et bon, en fait, du coup, on va pas communiquer en France sur des trous, quoi. Donc, c'est la frustration à laquelle on peut faire face sur de l'open data. C'est un sujet, ouais. Je ne sais pas si ça répondait à la question, mais alors, quand on a un commanditaire qui vient à nous, on a une phase d'idéation et une phase de sourcing. Donc l'objectif, en fait, c'est de mettre sur la table tout ce qui peut exister de près ou de loin, en France, en Europe, à l'international, et de voir en fait après la qualité de ces différentes sources pour proposer des dispositifs et une ligne éditoriale après compilée. C'est vraiment de la créativité, mais qui reste encore une fois factuelle. On fait avec ce qu'on a d'abord. Maintenant, après, si on a d'autres dispositifs pour du sondage qui vont être peut-être plus sexy pour faire de la parution, on les proposera forcément en avant par rapport à de l'open data, quoi. Une dernière question ici, Emmanuel. Bonjour. Je voulais vous poser une question sur la méthodologie d'échantillonnage pour le sondage, justement, le panel de répondants. Et deuxièmement, si vous monitoriez le trafic branded, parce que là, je vous avez montré le trafic, est-ce que vous regardez aussi le trafic strictement branded sur... Alors, pas forcément. Pour répondre à la deuxième question, pas forcément non plus. Non, en fait, en général, on n'est pas forcément curieux de voir ces choses-là. On a un mode de fonctionnement qui marche beaucoup au bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on ne démarche pas forcément, on est resté très longtemps dans l'ombre, parce que très surveillé un peu sur, ça fait 5 ans qu'on existe, mais très surveillé sur les grosses agences SEO, tout ça, qui se disent ce serait sympa de pouvoir proposer ça en marque blanche, et on ne fonctionne pas en marque blanche. Donc voilà, c'est un peu ces aspects-là. Mais pour répondre à la première question, qui était, je me souviens plus, voilà, le panel, c'était quoi à peu près, comment il est composé? Quota de représentativité, c'est-à-dire qu'on a 50% d'hommes, 50% de femmes. Après, c'est là où aussi réside de la créativité lorsqu'on interroge des panels. Toujours intéressant de voir avec des filtres. Potentiellement, on peut avoir un message qui peut être beaucoup plus percutant, ou du moins un storytelling qui est basé sur le fait d'interroger des couples de moins de 35 ans pour faire ressortir vraiment avec des gros chiffres les effets sociétaux. Donc là, en l'occurrence, sur un sujet qui touche tous les Français avec du déploiement à la 5G, classique, 1000 Français avec des quotas de représentativité. Le deuxième anti-vax, anti-5G, il me semble qu'on avait doublé l'échantillon pour faire encore plus dégager les 7% d'analyse, parce que bon, c'est pas avec 50 personnes qu'on dégage une tendance, l'objectif c'est d'en avoir beaucoup plus. Et le dernier, les groupes WhatsApp, pareil, tout le monde. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est un point. On va applaudir une dernière fois Emmanuel. Et si jamais vous pouvez lui poser des questions durant la pause, ceux qui n'ont pas forcément osé lui en poser, là c'est la pause, donc n'hésitez pas à lui en poser si jamais.